et bienvenue dans ce nouvel épisode du Port Manette Podcast. On est le 19 juin 2026 et on accoste pour un nouvel épisode donc, avec cette semaine un contraste un peu rude, parce que d'un côté on a des jeux qui se vendent par millions et de l'autre on a une industrie qui taille dans ses effectifs, qui continue de tailler dans ses effectifs, avec en avant Xbox qui sait plus très bien où est-ce qu'ils habitent. Alors au programme, donc, on va commencer avec les gros chiffres des ventes et la recette Capcom. On va enchaîner avec GTA 6 qui continue de tordre tout le calendrier des sorties. On va faire un crochet aussi sur l'IA générative qui débarque dans l'Unreal Engine. Et puis on va finir avec les nouvelles vagues de licenciements et le mélange de stratégie Microsoft, mélange à tout ça. Mais avant de ça, aujourd'hui avec moi j'ai Alexis. Salut Alexis, comment vas-tu ? Bonjour Josian. Et ça va et toi ? Il fait beau. Eh oui, on partage le même climat estival. Ça fait plaisir. Alors avant de lever l'encre, Alexis, on va faire ce qu'on fait habituellement. C'est le à quoi on joue. Je vais commencer par WAM. En fait, je voulais jouer. Je voulais jouer cette semaine et j'ai pas eu le temps. J'ai bossé plus côté technique pour le podcast, pour le site. Mais ce à quoi j'aurais voulu jouer, ça aurait été au jeu de voiture arcade dont je parlais la semaine dernière. Donc j'en parlerai peut-être la prochaine fois. Ok. À savoir, sinon, j'ai envie aujourd'hui de prendre Elliot à cause de toi. Désolé. La démo que tu m'as fait était cool et les reviews que j'en ai lues, on va en parler à la fin, mais elle était plutôt cool. Alors, chez toi, ça se passe comment au niveau gaming ? Du coup, moi, j'ai continué Elliot. Donc voilà. Et puis, j'essaie justement de trouver un petit équilibre avec toutes les sorties. Parce qu'il y a du Observer. Et la vie. La vie familiale, ça peut toujours passer un peu. Non. Mais du coup, voilà, entre Tuati, Observer, voilà, Elliot. T'as du boulot. Voilà, il y a pas mal de boulot. Ouais, va falloir gérer ça. Il y a un favori dans le lot pour l'instant ? Pour le coup, j'alterne un petit peu entre Observer et Tuati qui sont plus courts, des expériences plus. Voilà. Mais les deux sont un petit peu en fonction de mes conditions, on va dire. Il y en a un qui se joue plutôt sur la télé, dans l'ambiance, et l'autre qui est plutôt pour les parties un peu plus courtes, quoi. Ok, j'ai cru que tu allais me parler des parties intimes, alors j'ai un peu sursauté. Non, c'est un jeu avec un enfant. Très bien. Donc non. Très bien, on va censurer cette partie-là. Alors on démarre, Alexis, si tu veux bien, on va lever l'encre, et on va commencer par les bonnes nouvelles, avec les jeux qui cartonnent, parce qu'en gros, oui, grosse semaine de chiffres, on a eu pas mal d'annonces côté éditeur. Par exemple, il y a Monster Hunter World qui passe les 30 millions. Donc c'est maintenant le jeu le plus vendu de toute l'histoire de Capcom, apparemment, d'après ce qu'il nous raconte. Il n'est pas tout seul à ce niveau en termes de scoring, parce qu'on a Black Myth Wukong aussi qui a franchi les 30 millions. Donc ça, c'est un autre studio, c'est pas Capcom. Mais on continue côté Capcom avec à côté Street Fighter 6 qui dépasse les 7 millions, Crimson Desert qui dépasse les 6 millions. Et le James Bond qui est sorti il y a maintenant 2 semaines, il me semble, qui fait dans les 3 millions. Là. Donc si on reparle de Capcom un petit peu, ils en remettent une couche en termes de bonnes nouvelles et de bonne ambiance autour de leur jeu, à savoir qu'ils ont annoncé aussi une baisse de prix sur Dragon's Dogma 2. Baisse de prix et surtout une update assez sympa qui est la fin des microtransacts dans le jeu, qui, lors de sa sortie, avait fait un peu bad buzz. Voilà, donc il y a tout ça, donc ça s'inscrit dans une semaine d'après Showcase, d'après Summer Game Fest. Et donc tu as des différents journalistes, notamment chez Kotaku, qui s'amusent un peu à faire un bilan de ça, en disant que la semaine du Summer Game Fest, c'était surtout des remakes et des remasters. Voilà. Alors petit rappel, pour situer tout ce dont on parle, Capcom, ça fait plusieurs années que en fait, presque tout ce qu'ils sortent, ça marche. C'est les remakes Resident Evil, c'est Monster Hunter, c'est Street Fighter 6, c'est Devil May Cry. Voilà, ils enchaînent les tubes. Et c'est l'exemple de l'éditeur qu'on cite à chaque fois quand on veut dire qu'on peut encore faire des vrais gros jeux solo sans tout rater, quoi. Et donc Capcom en ce moment, c'est une des boîtes, une des rares à arriver à enchaîner les bons coups sans se planter. Et le président, donc pas Macron, je parle du président de Capcom, il est revenu d'ailleurs sur cette série de succès cette semaine en parlant de ses chiffres. Et donc, ouais, c'est intéressant de regarder leur parcours, parce qu'en fait, c'est pas un hasard, je pense qu'il leur arrive, ils prennent leur temps, ils soignent les sorties, ils respectent la licence, on le dit à chaque fois qu'on en parle, mais voilà, on sent vraiment qu'ils respectent la licence. Et ils font ça pendant que le reste de l'industrie court après le live service et se pète les dents
Et voilà, eux, ils sortent des jeux finis et les gens achètent. Voilà. Est-ce que tu penses, Alexis, que Capcom il gère mieux juste les choses comparées aux autres ou est-ce qu'ils ont une recette miracle qu'ils veulent pas partager? Qu'est-ce qui se passe? Après, Capcom, ils reviennent de loin quand même aussi. Enfin, il y a eu, avant l'époque, je pense qu'il faut remonter à l'époque du remake, du changement de direction qu'a pris Resident Evil avec le 7. Parce qu'avant, Capcom, ils faisaient pas toujours les choix les plus pertinents. Je pense qu'ils osaient, on va dire. Oui. Mais pas toujours en bien. Enfin, je pense que pour Resident Evil, même le 6, c'est pas un épisode qui est des plus appréciés, mais on peut pas dire en fait que ce soit un jeu qui soit pas généreux. Enfin, il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de trucs, mais ça en fait pas un bon jeu pour autant. Ils ont pris une action avec le Lost Planet 3 qui était très orienté action, mais ça a pas plu non plus. Ça a pas marché. Dead Rising, c'est pareil. Il y a eu beaucoup de trucs, toujours plus. À un moment, on arrivait à une étape où ça devenait un peu. Beaucoup de leurs jeux étaient parfois synonymes de jeux moyens, quoi. Juste pas des trucs de ouf. Et je pense qu'ils sont juste, soit reconcentrés, soit. Peut-être qu'ils attendent aussi un petit peu juste, ils prennent leur temps, ils vont essayer de sortir leur jeu quand. Ils n'hésitent pas à les repousser. Pragmata, quand même, a mis beaucoup de temps à être. Et ils ont bien fait, je pense que ça a servi à le rendre. À rendre ce qu'on a eu aujourd'hui, quoi. Un bon jeu. Et puis, effectivement, pour le coup, là, les joueurs aussi sont quand même assez réceptifs. Ça dépend lesquels, parce que là, on parlait de Monster Hunter. On parle quand même du précédent Monster Hunter. Oui. C'est pas le dernier, pour le coup. Qui lui est un peu. C'est pas le Wilds. Voilà, c'est le World qui est le précédent. Donc là, pour le coup, c'est essayer de ratisser. Il y a peut-être un petit problème avec Monster Hunter parce qu'ils veulent voir plus large, mais peut-être trop large, quitte à perdre les fans de la licence. Mais là, il y a le Devil May Cry 5 qui va sortir bientôt. Bon, là, sur Switch 2, il est quand même dans le top 4, top 4-5, un peu partout dans le monde, alors que le jeu n'est pas encore sorti. On va revenir d'ailleurs là-dessus, c'est intéressant. Ouais. Si on fait un petit focus sur Dragon's Dogma qui lâche ses microtransacts, tu crois que c'est un changement de mentalité chez Capcom ou chez les éditeurs, ou c'est juste Capcom qui veut rattraper non, le bad buzz? Ils ont fait pareil pour le premier. Ah ouais. Ouais. Comme alors là, c'est pareil quand on revient du coup à ce qu'il y a eu pendant la conf de Nintendo, mais c'était la version Dark Horizon en fait. Ouais. Quand ils ont sorti le premier Dragon's Dogma, il y a eu la version Dark Horizon. Ils ont viré les microtransactions. Ils ont fait en gros un petit coup de polish en mode on va faire tout ce que les joueurs veulent. Et voilà. Ok. Et là c'est pareil. Mais du coup je crois que c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de monde qui était un petit peu surpris en fait que les joueurs s'offusquent ou soient un petit peu surpris justement de voir le départ des microtransactions parce qu'il y avait déjà eu ça il y a quelques années en fait. Ouais, ok. Merci pour l'insight. Mais du coup, même pour, mais pour Dragon's Dogma, il va y avoir surtout des patchs qui vont arriver, même pour les perfs aussi. Il y a pas mal de trucs qui vont arriver pour Dragon's Dogma en fait. Pour le 2. Ce qui semble nécessaire pour que ça tourne correctement sur Switch 2. C'est ça. Donc, c'est un peu boiteux le jeu sur les consoles costotes. Donc ils vont faire pas mal de trucs avant l'arrivée de Dark Horizon. Intéressant. Alors du coup, tant qu'on parle de gros chiffres, donc il y a le prochain gros chiffre dont on va parler longtemps, c'est-à-dire le GTA 6 qui arrive en novembre. Ouais. Et GTA 6, en effet, là, de tordre le calendrier des sorties, tel l'espace-temps qui se tanne dans un film de science-fiction. Bref, ce jeu, il n'est pas encore sorti. Mais voilà, il y a déjà un impact sur toute l'industrie. Donc, les premiers signes, c'est l'anticipation qu'on ressent et qui dope les ventes de consoles des mois avant la sortie du jeu. Il y a les gens qui s'équipent à l'avance, en gros. Et le deuxième signe, donc, c'est le calendrier d'automne qui se vide autour de GTA comme un trou noir. Et beaucoup d'éditeurs qui décalent les jeux pour pas se retrouver en face de GTA 6, quoi. Donc, ça veut dire qu'il y a les 2 mois d'avant, le septembre-octobre, qui sont blindés. Et le après Noël qui commence à se blinder également. Et alors, il y a quand même des anomalies dans le tas. Il y a Phantom Blade Zero, donc un jeu de bagarre là, qui a été annoncé depuis un petit moment. Lui, il fait l'inverse, il se décale pas. Il se rapproche de GTA 6. Donc, je sais pas ce que ça veut dire. Alors, peut-être qu'il y avait un creux il y avait une absence de jeu. Ils se disent, on a notre chance, c'est quelques semaines avant, on peut y aller. Et il y a Devolver aussi qui fait un peu pareil avec certains de ces jeux, qui assument de les garder tels qu'ils étaient. On change pas. On branche pas, on change pas. Voilà. Et en prime, donc, on en avait parlé déjà, mais tu avais une banque, un truc de conseil d'investissement qui prédit que non seulement il va se vendre
à beaucoup d'unités, mais également, il faudrait qu'ils se vendent aussi à $80 ou voire plus. Ouais, toujours plus, quoi. Et donc, on en parle en plus de GTA 6 parce que hier, ils ont sorti une espèce de trailer pour révéler la cover du jeu. Je sais pas si tu l'as vu, ce truc-là. C'est une vidéo d'1 minute juste pour mon poster. Voilà. Et c'est surtout pour dire que le jeu, la préco, commence le 25 juin. Donc, le 25 juin, on va savoir combien va coûter ce jeu. On va savoir quelle strat ils vont adopter. Tu sais, est-ce qu'ils vont nous faire un accès anticipé 48 heures? Tu payes 120 €, tu vois, des trucs comme ça. J'attends de voir la panoplie d'astuces qu'ils vont trouver pour faire hacker tout le monde, quoi. Voilà. Bref, j'ai des questions pour toi à ce sujet, Alexis. Il faut juste que je scrolle pour me les retrouver. Oui, je voulais te demander si tu trouves ça sain, d'un point de vue regard sur l'industrie, d'un point de vue industrie, qu'un seul jeu arrive à faire la pluie et le beau temps comme ça sur les mois autour de sa sortie. Est-ce que c'est le signe d'un marché qui est trop concentré, trop dense, trop tout? Tu le vois comment? C'est pas un bon signe forcément, parce que pour le coup, une fois que alors, c'est pas un bon signe. Pour GTA, oui. Pour eux, alors, oui et non. Il y a du bon et du pas bon, parce que pour le coup, pour eux, c'est un bon signe, parce que ça veut quand même dire qu'il y a une énorme attente. C'est vivant, quoi. Mais ça reste quand même un mauvais signe pour eux aussi, parce qu'il y a tellement d'attentes que dans le monde d'aujourd'hui, les attentes sont tellement énormes que on sent venir encore une fois le truc que dans un an, même si les chiffres de vente sont colossaux, sont tellement ouf et tout, que je vois pas Rockstar non plus vendre des trucs, mais que le jeu va proposer des services, soit payants ou autres, pour justement essayer de toujours faire un peu de cash grab. Il me tarde de voir tout le panel de cash grab qu'ils vont en mettre en place là. Et du coup, au niveau de la concurrence, effectivement, c'est pas bon non plus, parce que toute l'attention soit mise sur GTA, c'est un problème. Mais le problème ne vient pas forcément de GTA pour le coup. Moi, par exemple, je veux dire, si je joue pas à GTA, je vais forcément jouer à d'autres jeux. Mon attention sera pas mise sur GTA. Mais là, c'est pas un problème du jeu en lui-même, c'est un problème des médias qui vont soit ne parler que de GTA, parce que c'est GTA qui va faire vendre, qui va faire du clic. Tu sais, c'est un des rares jeux qui arrive à percer la couche mainstream et même à s'afficher aux 20h de TF1. C'est ça, au niveau des médias et tout ça. Mais là, il y a quelques jeux qui sortent. Par exemple, on peut voir, là, il y a du Métaphore qui revient même en novembre, parce qu'on sait que ça peut potentiellement intéresser des gens, mais qui ne vont pas forcément être intéressés par GTA. Mais là, une niche de fidèles qui attend ce jeu depuis un moment, et voilà. C'est ça. Mais pour le coup, oui, c'est pas bon. Il n'y a pas de... Parce qu'on en revient, du coup, on va en parler après sûrement, mais il y a un autre problème aussi, c'est que du coup, s'il y a des jeux qui doivent sortir, ça leur fait un mois en moins pour avoir une visibilité dans l'année. Et ça fait surtout qu'ils vont tous déclencher leur plan média en même temps, tous les jeux d'avant là. Oui. Ça va être un brouhaha incompréhensible. Et c'est là qu'il y aura de la casse, en fait. Il y aura de la casse. Parce que pour le coup, on reprend le calendrier, mais autant une personne qui va vouloir jouer à Silent Hill, qui sort, par exemple, il y a plusieurs jeux qui vont sortir, mais qui va vouloir jouer à du... il y a plein de jeux qui sortent et j'en ai même pas un qui me tombe sous la main là. Mais qui peut vouloir jouer par exemple il y a du Wolverine, il y a du Silent Hill. Alors il y a du jeu d'action qui se marche dessus un peu. Il y a Wolverine, il y a Remedy pas loin avec son jeu d'action. Resonant. J'allais dire Covenant, mais c'est pas le bon jeu. Mais par exemple pour Control et Silent Hill, c'est pour moi par exemple des jeux qui pourraient intéresser des joueurs qui se rassemblent. Effectivement, il n'y a peut-être pas d'overlap de genre ou de population d'intéressés à moitié, mais il y a quand même après un overlap de budget. Ouais. Parce que même si ton exemple il clash pas avec Control, il y a tellement de jeux qui sortent qu'il va clasher avec quelqu'un d'autre. Ouais. C'est obligé. Et c'est là qu'il y a des jeux qui vont se péter la tronche, et encore une fois, c'est des équipes qui vont aussi en pâtir. Qui vont en chier, Tu sortirais ton jeu, toi, la même semaine que GTA 6 Tu ferais quoi? Je pense que ça dépendrait du jeu, en fait. Alors, ok, t'as un cozy simulation de farming. Tu le sors? Je pense que s'il y a un cozy simulation farming, faut le sortir en même temps que GTA, ouais. Ok. Parce que c'est pas du tout la même tranche, et je pense que les canaux sont pas du tout les mêmes qu'un truc comme GTA. Ok. Et tu sors un jeu façon Hotline Miami, tu vois, un jeu d'action. L'année prochaine. See you en mars. Ouais, parce que là aujourd'hui, c'est trop. Enfin, après, c'est facile de dire ça, quoi, mais ça veut aussi dire louper Noël. Ouais. Et louper Noël, c'est l'enfer, quoi. Ouais.
Et tu te retrouves avec potentiellement un autre gros morceau qui sort. Et Noël, ça va être saturé avec les bundles consoles GTA justement et Call of Duty. Ouais, c'est mort. Et puis c'est pareil. Après, tu sors en février-mars et voilà. Ouais. Yes, ok. Alors, on va enchaîner avec un autre sujet qui a eu lieu cette semaine. Il y a tous les ans, il y a Epic qui fait une conf tech autour de son moteur graphique, le Unreal Engine. Et donc c'était cette semaine et ça a agité pas mal de développeurs, ce qui a été annoncé. Parce qu'en gros, il y a le State of Unreal, donc c'est le nom de cette conf, qui a présenté le Unreal Engine 6, donc le moteur qui fait tourner une bonne partie des jeux qu'on connaît. Hein. Et le gros point qui ressort de ce 6, c'est que cette version, elle sera remplie d'outils IA génératives. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là où le Unreal Engine 5, avant, tu pouvais interagir avec tes agents et autres, via des trucs un peu tiers, des MCP tiers, tu vois, des couches pour interagir avec tierces. Là, vraiment, ça va être un élément vraiment citoyen de première classe quoi, dans le moteur. Et donc, d'un point de vue développeur, ils sont ni emballés ni surpris, en gros, de voir arriver ces changements. Parce qu'en gros, ce qui va se passer, c'est que là où avant, ils avaient un choix en termes de est-ce qu'on veut interagir avec de l'IA pour faire nos jeux, là, ils l'auront plus parce qu'ils vont être shippés avec leur outil. Alors, on sait déjà qu'il y a quelques créateurs qui ont déjà pris position. Genre, on a Hideo Kojima, Fumito Ueda, on a le studio Asobo derrière Plague Tale qui a pris position. Et il y en a d'autres qui nuancent un petit peu leur avis, comme Crystal Dynamics, qui eux disent non, mais de l'IA, nous on est OK avec ça, mais juste dans les phases de pré-prod, le prototypage, ou ce genre de trucs. Mais zéro pour le contenu final. Voilà. Et pendant ce temps, dans ce qui se passe sur le reste d'Internet, c'est les joueurs qui traquent en gros les assets suspects. Et notamment, ça a chauffé sur Kingdom Hearts pendant le Summer Game Fest, où Donald avait trop de doigts. Ça s'est vu, dommage. Et un autre jeu, là, le studio qui a fait 1666 Amsterdam, le studio de Patrick Desilets, l'ancien Assassin's Creed, qui eux aussi s'est fait gauler avec des assets générés dans son trailer. Donc ils ont dû s'excuser. Voilà, donc le petit topo sur comment l'IA fonctionne dans le moteur, on va s'en passer un peu, mais en gros, il y a une couche plus impliquée de Claude et de tout ce que tu veux d'agent dans le moteur. Ce dont on va parler, si tu veux bien, c'est aujourd'hui là, un studio qui décide de pas du tout toucher à l'IA, que ce soit dans son outillage ou son process de création. Tu penses qu'il tient longtemps cette position ? Après, c'est un petit peu comme quand il y a des studios qui ne veulent pas forcément exploiter les outils mainstream ou autre. Quoi. Enfin, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent qui n'utilisent pas l'Unreal Engine ou autre. Ouais. Surtout le 5, depuis que c'est devenu un enfer. Quoi. Ouais. Je pense que ça peut tenir. Après, encore une fois, combien de temps voilà, il y a quand même des studios qui soit utilisent des moteurs plutôt plus légers, soit des moteurs plus maison. Des Godot et des machins comme ça. Là. Ouais. Donc, non, je pense qu'il y a quand même des choses qui vont pas trop bouger ou qui vont bouger moins vite. Ouais. Sur cet aspect. Là, je pense qu'on est... pour le coup, Epic parle aussi beaucoup pour soit des investisseurs, soit pour les techs. Quoi. C'est un peu comme quand Nvidia vont montrer leur DLSS, machin. Là, c'est le même ton, c'est le même objectif. Hein. C'est pour montrer qui a la plus grosse. Quoi. Ce qui est compliqué un peu dans ces discours à chaque fois et ces débats sur l'usage d'IA dans la création de jeux, c'est qu'en gros, des outils qui accélèrent le process de production et les pipelines, ça existe depuis toujours dans la création de jeux, avec les plugins comme SpeedTree, les trucs comme ça, où tu as juste un générateur d'arbres et tu te fais pas chier à modéliser des arbres. Ça existe depuis des années. Ça n'a jamais fait sourciller personne parce qu'il y avait carrément moins d'aspects négatifs à la présence de cette tech. Les démos qu'ils ont montrées là, Epic, pendant leur presse, tu voyais en gros une scène 3D dans leur moteur d'un appartement vide non meublé. Et tu voyais l'intervenant qui, avec des prompts, demandait à l'IA d'aller piocher dans sa librairie à lui d'assets pour meubler la scène. Donc, va chercher un sofa, mets-le face aux fenêtres. Place des cadres, je veux une ambiance cosy, nanana.
on peut voir ça comme une façon d'accélérer le processus de production. On n'a rien vu de génératif vraiment là. Ce qui était génératif, c'est le placement. Oui, c'est l'IA qui décide de l'agencement. Voilà. Il y a quand même du débat. C'est que tu le fais à la main, ce truc-là. Tu peux arriver sur un moment où tu vas jouer avec un asset, tu le fous à l'envers, tu le fous dans un mur. Tu sais, d'une erreur arrive une idée, tu te dis, tiens, ça serait marrant si je foutais la table à travers le mur. Enfin, bon, moi, j'en sais rien, je dis ça n'importe comment, mais. Et de l'erreur naît l'idée, tu vois. Là, on soustrait déjà un petit peu ça. Et tout le reste des démos montrait des trucs comme ça. C'est comment scripter sans coder. Pareil, ça existait déjà. Mais là, c'est l'IA qui le fait. Alors, est-ce que le code qu'on te fait faire, il est à quelqu'un d'autre ? On ne sait pas trop. C'est une zone grise. Est-ce que tu aurais fait ça pareil ? Est-ce que ton intention est réellement là ? Voilà. Bon, c'est un peu toujours gris, cet aspect-là de l'accélération du process. Et ils se sont bien réservés dans leur démo de montrer vraiment des assets générés. À aucun moment, tu vois les opérateurs de démo là faire génère-moi un canapé que j'ai pas. Tu vois. Ouais. Ils font pas ça. Même si je pense qu'il est pas loin dans la pipeline, ce truc-là. Ouais, pour tomber sur un canapé Ikea ou un truc comme ça, marque déposée. Voilà, bref, donc c'est un sujet assez délicat. Et effectivement, moi, ma position à moi, c'est par rapport à ma sensibilité, c'est ma façon à moi de pourquoi j'aime les jeux. Parce que je sais que c'est un assemblage un peu de discipline artistique avec de l'humain derrière. Ouais. Que le compositeur, il s'est emmerdé à faire une orchestration particulière, que le graphiste, il avait envie de faire un ton particulier. Et du coup, je suis sensible à ça parce que je m'intéresse à comment c'est fait. Ça, c'est sûrement pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui veulent jouer à des jeux juste parce que c'est un passe-temps et ils s'en tapent un petit peu de comment ça a été fait. Quoi. C'est pour ça que quand je vois le Crazy Taxi qui a été annoncé pendant le Summer Game Fest, savoir qu'il est teinté d'assets générés par de l'IA, je suis un peu déçu. Surtout dans un Crazy Taxi, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils ont été foutre dans ce jeu ? C'est pas le jeu le plus peut-être compliqué à imaginer graphiquement. Peut-être t'aurais fait comme la version Dreamcast en propre, tout le monde aurait été content, tu vois. Oui, que là, ça lui donne un aspect tout de suite très générique, en fait. Tout de suite, tu te dis, il y a un truc qui cloche. Ouais, il perd de sa patte, il perd de sa folie, quoi. Voilà. Alors du coup, si on enchaîne aussi avec les noms qu'on a cités tout à l'heure, on parlait de Kojima, Ueda et Asobo qui prenaient position. Petit crochet sur Kojima qui nous fait une belle langue de bois quand même, là, sur ce coup-là. Parce que quelques semaines avant, je sais pas si tu l'avais capté, ce truc-là, on l'avait vu dans un court-métrage à Cannes avec son copain, le réalisateur, là, comment il s'appelle déjà ? C'est Nicolas Winding Refn, qui un court donc complètement fait à l'IA où tu vois Kojima qui fait le couillon avec son copain. Et donc, voilà, ses fans ont gueulé, tout le monde a crié que c'était de la merde ce truc-là, à juste titre. Et donc, c'est tout de suite positionné en mode « Ah non, plus jamais, j'en ferai pas, moi vivant, pas d'IA dans mes créations. » Voilà, belle phrase, bravo Kojima. La question derrière, c'est est-ce que dire non à l'IA, tu vois, est-ce que c'est devenu juste un luxe qui peut être permis, qui se permet que... Enfin, c'est le luxe des noms déjà installés, tu vois, des connus, et que les petits ne peuvent pas se permettre d'avoir, quoi. Tu le vois comment, ça ? Là, par contre, même si, quand je disais tout à l'heure il y a beaucoup de studios qui prennent des moteurs ou qui font leur propre moteur ou autre, qui n'ont pas d'IA. Par contre, je pense que oui, il y a un moment où est-ce que c'est pas... oui, on peut essayer de se dire moi, je veux pas faire de l'IA, machin. Quand les mecs, ils sont indés, ils peuvent le dire, nous, on veut pas de l'IA, ça va pouvoir toucher un petit peu la corde sensible des gens, enfin l'aspect créatif. Ça devient du marketing, ouais. C'est ça va devenir du marketing aussi. Mais au niveau des gros, de toute façon, des gros éditeurs, je pense qu'eux, ils sont en mode à dire, de toute façon, moi, je veux des thunes, quoi. Donc, parce qu'eux, ils sont dans l'optimisation c'est ça. Des coûts. Ouais. Par contre, pour les plus petits, à un moment, je pense que... Bon, déjà, il y a la partie IA qui peut être pour soi réaliser des tests ou autre. Enfin, clairement, je pense que quand tu veux faire ton roguelite et que tu veux tester que toutes les combinaisons ne vont pas poser de soucis, ça peut être bien pratique. Par contre, à un moment, est-ce que l'utilisation de l'IA peut au moins permettre soit d'accélérer des développements, soit de... Enfin, quand je vois des mecs comme le développeur de Sectory qui dit qu'il arrive enfin à se payer des salaires, en fait, maintenant, je me dis, mais c'est pas normal, en fait, c'est pas normal, quoi. Donc, je pense que pour pouvoir rentabiliser ou pour pouvoir accélérer la production sur des jeux, à un moment, les gens vont
vont y passer, peut-être pas pour générer des trucs à l'IA, quoi, mais au moins pour accélérer le process, quoi. Ben ça, c'est les promesses vertueuses, on va dire, de l'IA. C'est ça. C'est celle qui te libère du temps Ouais. sans t'ôter, tu vois, ton agence, partie créative, la partie créative et les intentions humaines, Ouais. quoi. Mais le monde dans lequel on est. voilà, tu vois, cette inquiétude autour de l'IA, elle tombe au pire moment. Aussi, oui. Parce que côté emploi, l'industrie, elle va pas bien du tout, Alexis. Mm. Et cette semaine encore, on l'a vu avec les annonces de licenciements qui se sont enchaînées. Petit point, Alexis. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Cette semaine, donc, on va commencer avec qui On va commencer avec d'abord les rumeurs à propos de Bungie. Donc, le studio derrière Destiny, qui s'apprêterait à supprimer environ 400 postes cet été. Voilà. Donc ça, c'est selon des sources, hein. Mais ça a l'air de... les planètes s'alignent dans ce sens, en tout cas. Côté Ubi, eux, de leur côté, ils continuent de fermer 2 studios en plus. Donc c'était le studio Winnipeg et le studio de Belgrade. Voilà. Il me semble que... Alors, je ne sais plus si c'est Winnipeg ou Belgrade, mais c'est un des deux. Ils étaient chargés de bosser sur leur moteur, là, le Snowdrop, je crois qu'il s'appelle. Ouais. D'assurer la maintenance, l'évolution. Alors, qu'est-ce que vous faites alors Ubi avec vos moteurs, voilà. Bref, ça va être confié à l'IA. Peut-être, ou un seul gars, voilà. Ouais. Voilà, donc ça fait 380 personnes qui partent. Ça fait plaisir, voilà. Chez nous en France, on a Dontnod qui tire un peu des signaux d'alarme autour d'eux. Donc c'est le studio de Life is Strange. Et eux, ils annoncent qu'ils pourraient se retrouver à court de thunes dès novembre. Donc ils sont un peu en train de chercher de nouvelles sources d'investissement. Compliqué. Bon courage à eux. Et après, il y a tout un tas de plus petits aussi, chez qui c'est la chienlit. T'avais vu passer ce jeu Luna Abyss, une espèce de shooter un peu boomer, mais pas trop. Bien reçu, tout ça. Voilà, toute l'équipe licenciée un mois après la sortie du jeu. Ciao. Tout ça parce que... Raison. Voilà, donc... voilà, moi c'est ce qui me reste de cette semaine un peu. C'est pas les chiffres dont on parle au début, là, c'est pas les bonnes nouvelles, mais c'est plutôt cette impression que les licenciements, on s'y habitue, c'est super, ça fait partie du paysage. 4 ou 5 studios là, touchés en quelques jours, et on enchaîne un peu façon météo, tu vois. Il y a 3 ans, voire plus, 3-4 ans, une seule de ces annonces, tu vois, elle aurait occupé l'espace médiatique pendant des semaines et des semaines. Et là, il y en a tellement qu'on est obligé d'enchaîner et ça devient banal. Et c'est même parfois pas relayé, en fait. Ouais. Ouais, c'est un peu merdique. J'ai pas vu le moment où on est passé, tu vois, du licenciement qui choque au licenciement qu'on note à peine, tu vois. Tu le vois, toi, ce moment-là ? Je me demande si c'est pas quand les éditeurs ont commencé à nous dire qu'ils avaient enchaîné, qu'ils avaient accumulé les thunes. Parce que bon, il y en a quand même plusieurs qui sont en train de dire on a quand même pas mal de thunes à cet endroit. Alors là, pas forcément dans ceux qui ont été cités. Ouais. Mais il y en a certains qui sont parfois en train de dire on a pas mal de thunes, mais on va dégager des gens. Bah ça, c'était Electronic Arts avec la Team Battlefield. Ouais, c'est le plus vendu. Ouais. C'est bye. Et tirez-vous, quoi. Mais là, il y a un cas. Hein. Enfin, je veux dire, même s'ils ont pas forcément. Même s'ils n'ont pas fait de. Oui, ils enchaînent les pertes, Bungie. Bungie, ouais. L'éditeur qui est derrière Bungie, l'éditeur. Ils ont racheté Bungie. Oui, ça n'empêche que du coup, les chiffres qui ont été présentés dernièrement, même si sont quand même bons. Donc, ouais. Enfin bon, faut les relativiser, mais ils sont. Je pense que si tu les regardes à travers juste la petite lorgnette qui te montre qu'il y a tant de dépenses et pas beaucoup de gains, ouais. Je pense que là, ils répondent à ça en disant on va cutter on va cutter des têtes et voilà. L'année prochaine, on veut plus 15%. Alors, on fait quoi ? On va killer là, c'est un rouge. Ouais. Le petit cas Luna Abyss, du coup, où il y a toute l'équipe qui est virée après la sortie du jeu, tu vois, moi ça me fait poser la question maintenant, c'est quoi le moment le plus angoissant pour un dev quand tu sors ton jeu ? C'est l'anticipation avant, l'angoisse avant, comment le public va recevoir mon jeu, ou c'est le après ? J'ai plus de boss, j'ai plus de boulot. Ouais. Très bizarre. Et du coup, tu parlais de Bungie, ouais, c'est un peu un petit cas à part quand même, parce que il y a des langues qui se sont déliées un peu autour de ce sujet, et on a appris en fait qu'au moment où ils ont été rachetés par Sony, apparemment, ils étaient un petit peu pas loin de la fermeture également. C'était un petit peu un move tu vois, du dernier espoir, le fait d'être racheté à cette époque. Et donc, c'est peut-être pas étonnant si Bungie continue à boiter malgré tout, même après l'acquisition, quoi. Et donc, je sais pas, tu vois, la question que je pourrais te poser là, c'est est-ce que tu penses que Sony a sauvé Bungie en les rachetant, ou est-ce qu'ils ont juste repoussé la chute, quoi ? Je pense que pour le coup,
il y avait enfin parce que bon là ils ont fait du coup il y a eu Marathon du coup qui est arrivé. Oui. Et ça a été la mise en place du jeu, la poursuite du développement, et puis si c'était non, enfin en tout cas si les thunes n'étaient pas là, c'était bye bye. Enfin, et encore j'ai envie de dire c'est bye bye, même pas, parce que pour le coup le jeu est à peine sorti là, et est sorti depuis pas très longtemps, et du coup c'est déjà en train de dire que ça va virer des postes quoi. Mm-hmm. Donc même au niveau quand le jeu venait même à peine d'être sorti, qu'au niveau des bilans, Sony disait déjà qu'ils allaient devoir, de toute façon, ils avaient commencé même. Ouais, donc non, je pense que le projet était déjà en cours, que Sony les a rachetés peut-être pour garder l'exclu ou pour éviter que ça aille ailleurs. Ce qu'ils disaient, c'était surtout pour avoir leur expertise en live service. Ouais. Parce que ça c'était synchro avec leur initiative d'en faire au taquet. Ouais, donc peut-être que pour le coup, c'était pour les pomper aussi, et après, bye bye, quoi. Mais à mon avis, c'était pas pour... Non, c'était vraiment pour pomper peut-être au maximum, et après... et au final, ils en ont rien retiré, apparemment. Mais moi, de ce genre de... Bon, là, il y a Sony qui a fait ça, mais après, c'est pareil. Enfin, Sony, ils ont racheté Bluepoint, ils les ont fermés. On va en parler après d'autres, mais... Il y avait Tango aussi qui a sorti un putain de jeu et qui les ont fermés juste après. Enfin, c'est pas Sony du coup, mais il y a plein de jeux, il y a plein de studios, et je sais pas pourquoi en fait on autorise comme ça des gros groupes à racheter, et une fois qu'ils sont possédés, on ne va pas, j'allais dire, foutre des amendes ou autre. En mode pénaliser une mauvaise acquisition. C'est ça, une mauvaise gestion. Enfin, je veux dire je reprends toujours cet exemple-là, mais bon, c'était pas la même époque, ils feraient peut-être pas ça encore, mais dans les moments où Nintendo était dans les cas les plus désespérés, on va dire, où ils étaient vraiment dans les barres rouges, hein, quand on regarde les diagrammes, il y avait quand même des moments où le PDG, où tous les membres du conseil d'administration ont divisé leur salaire. Ouais. Mais c'était à l'époque de la Wii U, ouais. Et personne ne referait ça aujourd'hui. Enfin, non, tu verrais ça qu'au Japon, ouais. C'est ça. Et même au Japon, Sony est quand même une boîte. Aujourd'hui, on a beau dire que c'est une boîte japonaise, elle n'a japonaise que le nom, quoi. C'est une boîte internationale maintenant. C'est ça. Donc aujourd'hui, Tu veux continuer à être un peu en colère là? Ça te dit? Non, je vais y aller. Avant d'annoncer la fermeture de leur studio, Ubi avait tenté d'imposer une sorte d'embargo sur la couverture médiatique de cette annonce. C'est-à-dire qu'ils sont rapprochés des journalistes en leur disant « On a une annonce à faire, est-ce que vous êtes OK Est-ce que vous êtes OK d'attendre avant d'en parler ?» Sans dire ce que c'était. Hein. Alors tout le monde disait let's go, oui, c'est comme d'hab. Nouveau jeu c'est comme d'hab, ok. Ouverture de studio peut-être, un truc comme ça. On n'en parle que quand vous êtes prêts, et on n'en parle que quand tout le monde est prêt. Non, c'était sur la fermeture des deux boîtes là, dont on parlait, de Winnipeg. Et... Tout le monde est colère à ce sujet. Tout le monde en a dit, mais Ubi, vous êtes teubés, c'est jamais de la vie, il faut faire ça, quoi. Ouais. N'importe quoi. Et en fait, c'est pareil, pour le coup, là, il y a leur jeu, là. Ils ont des timings. Là, il y a le Assassin's Creed qui sort dans pas longtemps. Même en me mettant dans la place d'un connard, tu te dis... Ça y est, l'épisode vient de passer 18+. Voilà. Non, mais tu te dis, je vais pas annoncer un truc comme ça avant la sortie de mon jeu, en fait. Tu le fais après. Oui, non, tu me fais une transition. Non, mais tu le fais après. Tu le fais après. Attends, viens, on y va. Voilà. Parce que là, on y va. On est pile poil dans ce que tu racontes. Parce que du coup, voilà, Alexis, voilà. Il y a Microsoft. Ouais. Ils auraient pas fait ça quand même. Alexis, Microsoft. Ouais. Voilà. Tu te souviens, dimanche, c'était la bonne ambiance, il y avait des jeux. Ouais. Ok, vous faites des exclusivités, pas de problème. Discours, on écoute, on est attentif, nous les joueurs, ok. On vous aime. Il y a tellement de voilà. Mais bon, il y a tellement de nouvelles qui tombent à la fois, là, que je sais pas par laquelle j'ai envie de commencer. On va y aller mollo. Alors, la première, c'est leur boss, Satya Nadella, qui dit qu'après 25 ans d'Xbox, Xbox doit enfin devenir une activité rentable. Yes, no shit, tu vois. Bon, sauf que derrière tout ça, ce qu'ils veulent faire pour gagner la thune, c'est peut-être scinder Xbox, en faire une entité à part, accélérer le développement de leur plus grosse propriété intellectuelle, Halo, Fallout, Elder Scrolls. Ouais, ok. Et couper des studios. Ah, super. Lesquels? Ninja Theory. Tu te souviens dimanche?
Oui, Ouah, il a l'air pas mal ce Ils ont pas de Senua. jeu de prévu ici? Ah si. Ça a l'air pas mal ce jeu. Ouais. 2027. Ah, puis c'est bien, ils sont occupés chez Ninja Theory. Non, vous voulez les fermer. Vous voulez les vendre surtout. Ah, votre showcase, c'était une plateforme pour que les investisseurs voient de la valeur. Ah, vous êtes servi des joueurs, de la hype pour donner de la valeur à ce projet, pour faire plus de mailles. Mais ça va pas ou quoi, les gars? Mais vous êtes complètement tarés. Et c'est pourri pour Ninja Theory qui manipulait, quoi. Alors, on sait pas s'ils étaient conscients. On sait pas si la direction de Ninja Theory était au courant de cette manœuvre puante-là. Mais en tout cas, la direction de Microsoft, d'Xbox, l'était. C'est puant. Bravo. Dans les coupes aussi, il y a Compulsion Games, South of Midnight. Tu le vois, ce petit jeu sympa, là? Oui, qui est très bien d'ailleurs, si tu as l'occasion. C'est un bon jeu. C'est pas le best jeu, mais c'est un bon jeu. Voilà. Bref, bye bye. Ils sont sur le point de fermer également. C'est pareil chez... aide-moi, j'ai oublié leur nom. Double Fine. Apparemment aussi, ils sont en train d'essayer de justifier pourquoi il faut qu'ils continuent à exister. Qu'est-ce que c'est que ce monde? Double Fine, quoi. N'importe quoi. Bref, bon, il n'y a pas que les boîtes qui sont menacées de fermer. Il y a aussi des gens qui bougent. Et chez Xbox, donc, il y avait le chef de Xbox Game Studios, c'était Craig Duncan. Voilà, il quitte son poste, il se barre. Et avec lui, il y a sa collègue Louise O'Connor aussi, qui était là depuis un moment, qui était chez Rare avant, je crois, chez Rare. Les deux n'étaient pas chez Rare. Je sais plus où il était, Craig, avant, mais Louise, elle était chez Rare. Bon, ils s'en vont. Donc, c'est la vieille garde qui avait vraiment peut-être une ADN consoleux et console qui s'en va. Et c'est Asha Sharma, peut-être, qui essaye de faire de la place pour s'entourer de nouvelles têtes et qui pensent dans le même sens qu'elle. Comment optimiser, comment rendre appétissant une Xbox qui va peut-être se vendre, genre une marque Xbox qui se vendra peut-être au plus offrant, on ne sait pas. Voilà. De quoi on veut parler là, Alexis, après ça, hein, de eux qui veulent devenir rentables ou la fermeture? On va aller sur la fermeture? Pourtant, non, mais même pour la rentabilité, c'est pas les idées qui manquent. Oui. Alors, si on fait un petit récap, dimanche dernier, où on en était dimanche dernier, on en était à Xbox qui veut nous vendre sa nouvelle console en nous vendant des exclus. Bon, Xbox veut nous vendre Gears of War. Je ne sais pas si ils ont conscience que Gears, c'est un petit peu passé. C'est un peu pour les vioques maintenant. Parce que j'y jouais il y a 20 ans. Et je pense que les jeunes s'en tapent. L'autre jeu qu'ils nous vendent en exclu, c'est Clockwork Revolution. C'est une immersive sim. C'est pas cyberpunk le terme, mais c'est tu sais, le style victorien technologie, là, je sais plus comment on appelle ça, le steampunk. Voilà, petit trou. Donc c'est une niche dans une niche, hein, ton jeu. Ok, il a l'air bien, mais à qui tu vas le vendre? Ta console, tu vas la sortir au pire moment à cause des décisions que Microsoft fait d'ailleurs en termes d'IA. Qui va acheter cette console, qui va se chez eux? Donc voilà, cette stratégie de relancer par le hardware la marque, Space. Voilà, t'en penses quoi, toi? Toi, tu es plutôt dans le sens... Tu vois le truc comme nous, on le verrait, c'est faites des jeux, faites des IP, vendez-les partout. Laissez tomber le hardware. Alors déjà, juste... oui, vas-y. Tu parlais de Clockwork. Pour le coup, il y avait même aussi des rumeurs qui parlaient de plusieurs inquiétudes au sujet de Arkane aussi. Oui, alors le Arkane qui reste. Parce que Arkane Austin, c'est déjà ciao depuis un moment. Non, la partie française. Là, c'est Lyon, là. Ouais. C'est Lyon, et c'est eux qui font Blade, apparemment, là, un jeu Blade. Actuellement, ils sont sur Blade, Donc, apparemment, il y a des cadres qui auraient dit qu'ils seraient inquiets de venir au studio. Tu m'étonnes. Voilà. Donc oui, non mais aujourd'hui, de toute façon, Microsoft, ils n'arrivent pas à vendre leur console, ils n'arrivent pas à rendre leur Game Pass rentable. Donc, au bout d'un moment, sortez vos jeux partout, devenez multiplateformes, devenez des éditeurs et soyez pas. Faut juste être. Je pense qu'aujourd'hui, Microsoft est malgré tout l'éditeur qui possède les licences. En tout cas, le panel de licences avec les plus fortes. C'est pas forte en quoi? Je veux dire, impact. En fait, si on les met toutes bout à bout, je pense que c'est l'éditeur avec individuellement, c'est pas les plus fortes, mais tout ensemble, c'est c'est eux qui ont, c'est Microsoft qui est le plus fort. Déjà, t'as Call of Duty, t'as Forza, t'as Halo,
t'as pas besoin d'être trop loin. T'as du RPG avec ton Elder Scroll, t'as du shooter avec Doom. On peut creuser tant qu'on veut, il y en a forcément des bons jeux. Voilà. T'as l'impression que c'est managé par une bande de guignols. De guignols, ouais, qui... Donc, et puis même, après, je veux dire, dès qu'il y a des jeux qui sortent, là, avec tout ce qui est... ils font des bons jeux aussi. Quand il y a à un moment, oui, sortez-les partout, et puis c'est tout, quoi. Enfin, la Xbox, ça s'est viandé, bon, bah, ils veulent que ça soit rentable, bah, allez-y, quoi, sortez-les. Les joueurs sont réceptifs. Oui, enfin, je veux dire, il y a un moment, faut pas... En plus, moi, ce qui me fait péter un câble, c'est là, à propos de leur console, où ils annoncent déjà, attention, ça va être cher, hein, on n'y peut rien, c'est le prix des composants. Oui. Mais c'est vous, bande d'andouilles. Oui. C'est vous avec vos investissements IA. C'est vous qui faites enfler cette bulle-là. Donc, c'est pas... Donc, plaignez pas. Ouais. Non, mais c'est... Elle va coûter 1800 balles, ta console, et ben personne n'achètera. Ouais. Mais on reprend même le Source of Midnight qui a été primé. C'est pareil, le Hi-Fi Rush, il a été primé aussi. Hi-Fi Rush. Il a été primé aussi, ils ont fermé le studio. Ah, mais ça, tu te souviens de leur déclaration? Ouais, non, mais c'était lunaire. 3 semaines après, oui, on veut plus de jeux comme Hi-Fi Rush. Et puis juste après, fermer le studio. Ça, ouais, mais les mecs sont complètement à l'ouest, quoi. Enfin, faut... Je sais pas. Ouais, voilà. Donc, on n'a pas fini de parler d'Xbox parce que, bon, c'est quand même intéressant. Je veux dire, cas d'école, tu vois, de regarder un peu de les regarder tourner en rond, c'est quand même intéressant. Mais des fois, je me dis, j'ai envie d'arrêter de parler d'eux. C'est pareil, juste là, ils ont ressorti, là, récemment, le portage de Black Ops 1 et 2. Alors, ça sort cet été, ouais. Sur PS5. En juillet. Ouais. Mais du coup, tu te dis, alors, en fait, du coup, Black Ops et Call of Duty, c'est à vous, maintenant. Mais pourquoi? Du coup, vous faites quoi, en fait? Donc, ok. Bah, ok. Et alors, pourquoi même pas sur Xbox Series aussi? Enfin, alors, je pense qu'il y a avec leur rétrocompat, quoi. Mais pourquoi sur PS5 uniquement? Bon, ok. Je te propose un truc, Alexis. Je te propose qu'on dise que c'est bon pour la semaine. Et on va continuer avec les avis et critiques. Tu sais, les sorties de la semaine écoulée, là. Parce que, voilà, il y a 2 sorties pour moi à signaler cette semaine. La première, c'est celle que, bon, on attendait, on en a parlé la semaine dernière, c'est le The Adventures of Elliot, The Millennium Tales. On pointait du doigt, tu sais que c'était la sortie à surveiller. Et là, les tests sont tombés. Et du coup, alors pour rappel, tu sais, je te rappelle, vu que c'est toi qui as fait la démo, tu m'as démontré le jeu. Pour rappel, tu sais, c'est l'action-aventure HD 2D, signé par les gens qui ont fait les... tu te souviens de ces jeux-là? Les Octopass, quoi? Octopass Bidule et tous ces jeux-là. Et également Square Enix, quoi, voilà, qui chapeaute. Et donc, en gros, sur le papier, c'est quoi? C'est une espèce de Zelda à l'ancienne, croisé un peu avec du Chrono Trigger pour voilà, le côté aspect voyage dans le temps. Et un héros muet, on aime bien ça. Il est pas muet? Il est pas muet? Mais non, il est pas muet, non. Je croyais que c'était la petite fée qui était pas muette. Alors, non, elle est pas muette, pour le coup. Ça, c'est clairement pas muette. Hein. En fait, voilà, il n'y a pas de héros muet, il n'y a pas de fée muette. Non, c'est ça. Ça parle trop. Ça va, non. Bref, et visiblement, en gros, cette formule que j'ai clairement énoncée sans me tromper, apparemment elle marche. Le jeu il est sorti avec un score à 80 sur OpenCritic. Voilà, c'est classé strong chez eux, ça veut dire que c'est cool. Pour moi, ouais, ça semble être une bonne surprise. Tu m'avais donné envie d'y jouer justement la dernière fois pendant la démo. Et du coup, je sais pas trop. Toi, tu l'as lancé, tu disais que tu l'avais continué même. Ouais, je l'ai continué, donc le jeu complet, hein, du coup. Oui, tu l'as acquis. Je l'ai avec mes propres deniers. Et donc voilà, donc c'est vrai que je trouve que c'est toujours une bonne petite surprise quand même. Après, il y a quand même effectivement des petits trucs qu'on peut remonter quand même. C'est vrai qu'au niveau en mode portable... Des griefs? Un petit peu, oui. En mode portable, on sent quand même effectivement que le jeu aurait pu mériter un peu un petit peaufinage peut-être technique. On sent que parfois il y a du... au niveau de la Switch 2, ça des lourdeurs. Ouais, on sent que le jeu est pas tout comme s'il n'était pas toujours super fluide. C'est pas non plus dramatique, mais voilà. Et l'autre truc, c'est que on nous avait vendu quand même un jeu où on remontait dans le temps pour vraiment bouleverser monts et marées, quoi. Oui, tu as dû me raconter ça comme si c'était un peu une mécanique qui pouvait bouleverser le gameplay. Ouais. Et en fait, je vais pas dire que c'est
mensonger, hein, c'est pas non plus. Mais bon, c'est vrai qu'on va aller dans le passé, on va par exemple voir un donjon, et on va dire qu'il y a un endroit qui est un petit peu différent dans une époque, qui va changer un petit peu dans l'autre. Mais c'est pas non plus aussi game changer que ce qu'on aurait pu croire, quoi. Le monde est assez similaire, en fait, entre les époques. Ok. Donc, voilà. C'est pas non plus un deal breaker. Non, mais c'est vrai qu'on sent que le jeu a peut-être manqué d'ambition. D'accord. Voilà. Ok. Bon, mais moi, ça m'intéresse encore. J'aime les actions-aventures un peu à l'ancienne et je pense que je vais me le prendre aussi. On verra. J'ai un peu le backlog qui transpire aussi. Et bref, le deuxième jeu que je voulais souligner cette semaine, c'est un chouchou. Mais pas moi, à toi. C'est ton chouchou. Ouais. De ta team chouchou. C'est Observer System Redux qui vient de sortir sur Switch 2 et qui est en gros le thriller cyberpunk de la Bloober Team. Ouais. Et en gros, c'est un jeu de base de 2017 qui ressort en version Redux sur Switch 2. Donc il était sur Switch 1, c'est ça ? Ouais, sur Switch 1, il y avait la version Observer tout court. La version System Redux, c'était vraiment... Il avait rajouté du contenu, il avait refait tout l'aspect visuel du jeu. Enfin, il n'a vraiment plus rien à voir. Donc là, ils le mettent sur Switch 2. Très bien. Donc tant mieux, pour le coup. Et du coup, c'est pas trop sur mon radar, normalement, ce genre de jeu, mais là, on creuse un peu pour la trame du pod. En creusant un peu, je tombe sur l'info comme quoi... en fait, dans ce jeu, le personnage qui prête sa voix au héros, je veux dire, la vraie personne physique qui était physique, qui prête sa voix au héros, en fait, c'est le dernier rôle de Rutger Hauer, le grand blond costaud de Blade Runner, tu sais, avec la fameuse scène là sous la pluie, avec la phrase et la colombe là, bref. Donc rien que pour ça, moi, ça me fait quelque chose un petit peu, ça m'intéresse de le voir. Et bon, ensuite, ce qui apparemment fait plaisir à la presse et à la communauté joueur, c'est que ça semble être un portage Switch 2 de qualité. Où c'est pas juste, on fait une copie de ce qu'on avait fait sur la Switch 1 et basta. Ils utilisent le mode souris de la Joy-Con. Voilà. On sent qu'il y a un petit effort qui a été fait, quoi. Ouais, et puis même, pour le coup, ils avaient fait un portage du Layers of Fear. Qui est sorti, et visuellement il déboîtait quand même, il mettait un petit peu tout ce qu'il pouvait, et je sais pas s'il y a du gyro ouais dans celui-là ouais, ils ont été au bout des features, quoi. Ouais, je trouve qu'ils sont plutôt même pour le Chronos qui était sorti l'année dernière, je sais plus où l'année. Ouais, il est sorti l'année dernière, et pour le coup c'est pareil, il supporte pas mal de trucs quand même aussi. Enfin, c'est pareil, le gyro. Alors, il supporte pas la souris, je crois, dans mes souvenirs. Mais c'était du Unreal Engine 5. Et c'est pareil, quoi. Ouais. Et donc, c'était un de leurs premiers gros jeux, on va dire, qui était auto-édité, quoi. Et donc, non, franchement, il voulait faire un truc un peu on va dire, à Dead Space et tout. Et c'était franchement bien foutu aussi. Donc, là, ça fait quand même plaisir de revoir un de leurs vieux jeux. On va dire qui revient quand même, quoi. Ok. Voilà, donc ça, c'est les deux que je voulais souligner cette semaine. Et maintenant, on va faire un petit focus sur ce qui s'apprête à sortir dans la semaine qui arrive. Et en gros, on va parler de quoi ? On va parler de Star Fox et de Devil May Cry. Et donc, Star Fox, c'est le 25 juin, il me semble, le jour des précos qui commence de GTA 6. Ah oui, c'est vrai, en fait. Donc c'est une exclue Switch 2, le Star Fox, pas le GTA, attention. Ah bon ? Oui. On en a déjà parlé, mais c'est quoi ? C'est une espèce de refonte avec plus de budget de la version Star Fox 64. Oui, c'est à peu près ça, oui. Qui est considérée comme la meilleure version, enfin la meilleure... Comment on dit, le meilleur morceau de cette série Star Fox, en gros. En tout cas, c'est le plus populaire. Je pense que celui qui s'est le plus vendu. Le petit détail qui intrigue un peu, c'est le studio qui est derrière, en fait. C'est Velan Studio, qui avait déjà bossé avec Nintendo sur le jeu réel Mario Kart, là, tu sais. Le home circuit, là, live home circuit. Et c'est aussi eux qui avaient bossé sur Knockout City. Tu t'en souviens de ce jeu live service à base de balles aux prisonniers, là-bas ? Ah oui, d'accord. Ok. Voilà, donc c'est un studio externe, c'est pas du tout un truc Nintendo. Ils ont fait du multijoueur. Et Nintendo leur fait confiance avec cette licence qui dort depuis un petit moment, donc c'est sympa à voir. Et alors, je sais pas si c'est le grand retour de Star Fox qu'on attend, ou est-ce que ça va être un nouveau faux départ, je leur souhaite pas. Mais pour pronostiquer, je trouve que c'est un candidat parfait, parce qu'on sait pas du tout à quoi s'attendre. Du coup, Alexis, tu penses que sur Open Critique,
la semaine pro, on va dire que Star Fox a un score de combien, s'il te plaît? Alors, pour Star Fox, moi, je pense... Alors après, je ne sais pas si tu as joué à la démo. Non. Je pense que pour le coup, Star Fox aura quelque chose comme 79. Ok. Je trouve que c'est haut quand même. J'ai peur qu'ils scroutent et je pense qu'ils vont scrouter un tout petit peu. Je vais figer ton 79 dans la code base. Moi, je vais taper dans un 75. Parce qu'il sera quali. Il sera bien réalisé, mais je pense qu'il va lui manquer un peu une âme ou quelque chose. Ouais, en fait, le truc, c'est que je pense qu'effectivement, il va être quali. Je pense qu'il va être... ça va être un truc cool, mais... Il y a du multi dedans, je me souviens plus. En fait, ils mettent un peu on me parlait de Bloober Team tout à l'heure, c'est un peu pareil. En fait, tu vas avoir les contrôles au gyro, les contrôles à la souris, avec un autre mode. T'as du multi en ligne, t'as du game share, t'as du. Oui, c'est vrai. Il y a même le game share avec la feature où tu peux mettre ta tronche morphée en Fox 3. Et puis, tu peux même jouer en multi avec des potes qui n'ont pas le jeu. Donc, ils ont vraiment l'air d'avoir poussé le truc quand même. Mais il n'empêche que t'es sur une aventure qui se termine en quelques heures, qui incite l'utilisateur, le joueur à rejouer pour faire des embranchements. Ça reste aussi le genre de jeu est pas forcément le plus vendeur aussi. Hein. Shooter sur rail. Ça reste aussi le troisième, c'est le deuxième remake, on va dire. Ouais, c'est la troisième fois qu'on voit ce jeu depuis le départ. Donc bon. Ouais. Voilà. On verra aussi ce que Anto nous envoie comme prédiction et on fera le déballage la semaine prochaine. Alors, un peu avant Star Fox, le 23, il y a Devil May Cry 5 du coup, qui débarque sur Switch 2. Donc, Capcom, salut les gars. Donc là, c'est la Devil Hunter Edition avec des DLC, un perso jouable en plus. Et alors, ce qui est un peu marrant avec... je sais pas si c'est marrant, mais j'ai envie de dire que c'est marrant avec la situation. Au début du pod, tu parlais de Devil May Cry qui se revendait. Et ça, en fait, ça peut être lié au fait que sur Netflix... il y a un animé DMC qui a relancé l'intérêt en fait pour Devil May Cry. Oui, ouais. Donc il y a un peu du buzz qui s'est fait, les gens se sont dit tiens c'est vrai que c'est cool comme licence, mais bon ils ont racheté des Devil May Cry sur Steam quoi. Mais la version que les Capcom veut que vous achetiez, c'est la version Switch jeu qui arrive la semaine prochaine. Donc peut-être qu'ils ont cramé trop tôt, tu vois la bougie là, ou l'allumette, je sais pas quoi. Peut-être qu'ils ont cramé trop tôt leur cartouche animé Netflix. Et que les gens, au lieu d'acheter la version Switch 2 à je sais pas combien, j'imagine qu'elle n'est pas non plus à plein tarif. Elle est vendue, je crois que dans mes souvenirs, elle est vendue 40 balles et elle est à 30 pour le moment. Ok. Mais à la place, les gens, ils ont été sur Steam l'acheter à sûrement beaucoup moins, tu vois. Peut-être, ouais. Donc, je suis curieux de voir comment ça va être reçu, si ça va se vendre. Mais comme c'est du Capcom, je me dis que ça va être assez propre. Et c'est quand même un fucking bon jeu, quoi. Donc, ça va être chouette. Est-ce que tu vois, toi, dans le calendrier de la semaine pro, d'autres trucs que tu souhaites remonter? Il y a du Deltarune chapitre 5, mais il me semble que tu veux attendre l'entièreté des chapitres. Ouais, moi, personnellement, Deltarune, j'avais commencé à jouer au premier chapitre. Et alors, c'est quali quand même. On retrouve quand même la patte et l'univers d'Undertale. Donc, franchement, il n'y a rien à redire là-dessus. Mais bon, j'attends la suite, tout le jeu pour pouvoir m'y lancer. Après, il y a quand même pas mal de trucs aussi. Comme quoi, par exemple? On retrouve, là c'est... il y avait le Sonic Frontier qui apparemment sera enfin là. On entend parler de lui depuis un moment. Il est dans la liste de la semaine pro. Apparemment, c'est la semaine d'après, je crois. Normalement... Peut-être que je suis pas à jour dans mon truc. Mais... Ah oui, non, si, Sonic Frontiers, effectivement, c'est le 23. Le 23. Ouais, donc c'est la semaine pro. Ouais. Donc, normalement, il sortirait aussi la semaine prochaine. Apparemment, un des fameux jeux qu'on a de lister depuis des mois. Ouais. En plus, bon, c'est pas... Il fait partie des jeux Sonic bien reçus, on va dire, celui-là. Ouais, voilà, ouais. C'est pas non plus un bon jeu. C'est pas non plus un excellent jeu, mais c'est mieux que d'habitude. Donc, les gens sont contents. Sur Switch 2, je pense qu'il peut avoir un bon succès, en fait. Ouais. Il y a le Dead or Alive aussi qui revient. Dead or Alive. J'étais enthousiaste au début, là, quand on a vu l'annonce du fait qu'ils allaient sortir une version complète de DOA 6. Non, en fait, elle n'est pas complète. Ils vont continuer à revendre des DLC pour celui-là maintenant. Donc, c'est un peu de l'esbrouf.
Bon, après, lancer un Dead or Alive 6 quand on annonce que le 7. Bon. Bah, ils font ça parce qu'en plus, c'est la semaine de l'Evo. Ouais. Donc, c'est un coup d'envoi pour essayer de redonner un petit peu de peps dans la licence. Mm. Mais ouais. D'autres trucs ou c'est bueno là? Non, après, moi, pour le coup, hormis pour la semaine prochaine, hormis Star Fox, Deltarune et Devil May Cry, c'est assez tranquille. Ok. Dans ce cas, je vais te dire merci, Alexis, d'avoir navigué avec moi jusqu'au bout. Ben, merci beaucoup, Josian. Et voilà, il y avait quand même pas mal de trucs avec cette industrie qui tangue cette semaine. Ouais. Il y avait de quoi faire. Merci à vous de nous avoir suivis. Si l'épisode vous a plu, le plus beau cadeau, c'est d'en parler autour de vous. Un partage, une reco, voilà, nous, ça nous aide vraiment à grandir. On garde le cap. Et d'ici la prochaine fois, jouez bien. Bye bye. Bye bye. Oui, c'est bien d'être poli, Alexis. Ah, c'est pas poli ce que tu fais là. Non, Alexis. Non. Mon cher Alexis.